Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 3 septembre 2025 et notre ami Pepe Escobar est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Pepe. Non. Attendez. Exclusivité depuis Vladivostok à 23 heures. Très important. Donc je devrais être mort. Mais grâce à Nima et grâce à vous tous, je suis ressuscité avec mon latte coréen. Voici mon latte coréen. C'est la seule façon dont je pourrais faire ce podcast avec Nima. Mais évidemment, Nima l'emporte sur tout. Nima est plus important que la fille de Kim Jong-un. Nima is more important than Kim Jong-un's daughter. Oui, prépare-toi avec Tess. Yes, let's take off. But first of all, Nima, I have to tell you. Oui, allons-y. and all of you are Tout d'abord, also Nima, je dois te dire, ainsi qu'à vous tous, notre public, où je me trouve, ce qui en soi est déjà une véritable odyssée punk. J'ai loué un appartement dans un immeuble soviétique délabré, dans une cour, parce qu'il n'y avait évidemment pas d'hôtel. J'ai essayé de trouver des hôtels pendant des semaines, ils étaient tous complets bien sûr. Donc voilà, je suis passé en mode totalement underground soviétique. Et évidemment, le Wi-Fi ici est horrible. Donc, avant qu'on commence le podcast, je parlais avec Nima et j'ai changé pour un VPN. Maintenant, j'utilise un serveur à Singapour, ce qui stabilise un peu les choses. Du moins, j'espère qu'on pourra discuter et que le Wi-Fi ne va pas osciller. we'll be able to talk and Wi-Fi won't be oscillating. So this is part of the. C'est donc en partie, je dirais, ce qui fait l'attrait extraordinaire de l'Extrême-Orient. Pour vous donner une idée, beaucoup d'entre vous ne le savent pas, je suis 7 fuseaux horaires en avance sur Moscou. Et Nima au Brésil, je crois que c'est 13 heures, n'est-ce pas Nima? Oui, parce que c'est 14 à New York. Il est 10 heures du matin ici. Exactement. Donc j'ai 13 heures d'avance sur le Brésil et 14 sur les États-Unis. Comment je suis arrivé ici? C'est, vous savez, une véritable odyssée multipolaire. J'ai quitté l'Otanistan dimanche. Je suis arrivé à Pékin. J'ai pris le train à grande vitesse. Je suis allé à Tianjin, mais je n'ai eu que 2 heures car je devais y aller. Reprendre le train à grande vitesse. Rejoindre l'aéroport parce que mon vol pour Vladivostok était l'après-midi. Et c'est revenu. It's back. Ouais, c'est revenu, tu es de retour, Pep. Ouais. Nima, are you there? I can hear you. Nima, tu es là? Oui, je t'entends, Pep. Je t'entends. Okay, good. D'accord. Because I have to Parfait. come to Vladivostok. Parce que j'ai dû venir à Vladivostok. Tu sais, il faut gérer beaucoup de problèmes logistiques. Obtenir un badge, un test PCR ou autre. Donc j'ai pris ce vol. Finalement, je l'ai raté. J'ai juste vu le début là-bas, mais nous n'avions pas d'accès direct au discours d'ouverture. Mais c'est pas grave. Quand tu arrives ici, tu refais tout le parcours de la journée. J'ai choisi d'être à Vladivostok depuis le... Parlons de ton dernier article, Pepe. Oui, exactement. Donc cela nous amène à ce dernier article. Yes, exactly. So this brings us to the latest piece because the latest piece, I was trying to. Parce que dans mon dernier article, j'essayais de... Je suis ces 3 méga événements cette semaine. Le sommet de l'OCS à Tianjin, le défilé de la victoire ce matin à Pékin, et bien sûr, le début du forum de Vladivostok, également ce matin jusqu'à vendredi, où Poutine s'adresse à la session plénière. Parce que c'est la semaine Russie-Chine, qui est la semaine de l'Eurasie, et c'est la consolidation du siècle eurasiatique. C'est l'une des semaines les plus importantes du millénaire depuis 25 ans. Vraiment. Pour vous donner une idée, Nima et à vous tous, savez-vous que l'Organisation de coopération de Shanghai a été initialement fondée en 2001, en juin, 3 mois avant le 11 septembre. Et j'ai fait une comparaison dans la chronique que tu as mentionnée, Nima. And I made a comparison in the column that you mentioned, Nima. 3 months later, after 9/11, it was the 3 mois plus tard, après le 11 septembre, c'était le début de la guerre contre le terrorisme, qui représentait la stratégie globale et dominante de l'État profond américain, non seulement pour diaboliser l'islam, mais aussi pour contrôler le Sud global. Et 3 mois auparavant, dans un simple pavillon d'un parc à Shanghai, il n'y avait que la Russie, la Chine et 3 stands d'Asie centrale. C'était quelque chose de très discret.
Ils ont alors élaboré ce concept de l'esprit de Shanghai qui repose sur l'égalité, le respect de la souveraineté et la lutte contre ce que les Chinois définissent comme les trois fléaux. C'est une manière très chinoise de conceptualiser la politique. Le terrorisme, l'extrémisme et le séparatisme. Regardez les parallèles. L'esprit de Shanghai a été mis en place pour lutter contre le terrorisme en Russie, en Chine et en Asie centrale. Devinez ce qui s'est passé 3 mois plus tard. Le terrorisme aux États-Unis. Cela a complètement bouleversé la donne. Eh bien, j'ai gardé tout cela en moi, parce que j'étais déjà avec Asia Times, basé à Hong Kong, et j'ai couvert cela dès le début, de l'intérieur. J'étais probablement le seul occidental à l'époque à me trouver au Pakistan, dans les zones tribales du Pakistan, et en Afghanistan avant le 11 septembre. J'ai quitté le Pakistan le 30 ou 31 août, donc c'était environ 10 jours avant le 11 septembre. Nous pouvons insister sur ces points clés. Pourquoi le sommet de Tianjin a été si révolutionnaire? Parce que c'était enfin l'OCS qui prenait les devants, tout comme les BRICS l'avaient fait à Kazan l'année dernière. Nous avions donc une connexion directe Kazan-Tianjin. Encore une fois, Russie-Chine. Kazan-Tianjin connection. Once again, Russia-China. As one of the key multipolar organizations. Parmi les points clés, les organisations multipolaires évoluent vers la multipolarité, la multinodalité et un nouveau système de relations internationales. Surtout parce que vous savez, pratiquement toute l'Eurasie était représentée, y compris par exemple la Turquie. La Turquie était invitée, mais c'est une histoire très compliquée. Par exemple, nous avons vu Erdogan et Pezeshkian côte à côte, allant même jusqu'à se serrer la main, ce qui est une affaire très complexe. Il nous faudrait beaucoup de temps pour discuter de cela, de la pertinence de Pezeshkian à ce moment géopolitique particulier, et de savoir s'il est l'homme adéquat pour diriger l'Iran actuellement. C'est une discussion très longue, et Nima est l'un des meilleurs analystes pour entrer dans les détails à ce sujet. Mais l'autre face de la médaille de ces relations apparemment bonnes entre Erdogan et Pezeshkian, il y a une scène marquante. Ils marchent côte à côte. Et quand on observe leur langage corporel, Erdogan désigne son ministre actuel, Fidan, puis il montre Arakci. Il n'y a pas de son, mais on peut déduire qu'Erdogan disait que Fidan et Arakci sont en contact permanent. Et c'est vrai, ils entretiennent de bonnes relations. Mais est-ce suffisant? C'est une question très vaste. L'autre face de la médaille est encore plus intéressante. Beaucoup d'entre vous savent peut-être, ou pas, que l'Inde a empêché la Turquie de devenir membre à part entière des BRICS l'année dernière. Et devinez ce qui se passe cette année. L'Inde empêche la Turquie de devenir membre à part entière de l'OCS. Il s'agit donc d'un jeu géopolitique extrêmement complexe, opposant directement l'Inde à la Turquie, car l'Inde se méfie énormément de la Turquie. Parallèlement, nous avons observé l'une des principales conséquences, ou l'un des paramètres clés, de l'OCS à Tianjin. Une conséquence directe a été que le Heisei d'origine, Russie, Inde, Chine, tel que conceptualisé par le regretté et grand Evgeny Primakov à la fin des années 1990, s'est enfin reformé. Et qui était à nouveau l'intermédiaire? Vladimir Poutine. Vous avez donc tous vu ces images marquantes de Poutine, Xi et Modi, discutant comme des amis dans les couloirs de l'OCS à Tianjin. Et leurs interventions, ainsi que leur dialogue bilatéral entre l'Inde et la Chine, étaient extraordinaires. Xi, face à Modi, lui a dit « Écoutez, nous sommes tous deux de grandes civilisations anciennes. Nous ne pouvons pas nous réduire à avoir des problèmes entre nous à cause de quelques différends frontaliers. C'est ridicule. » En gros, Xi disait à Poutine « Écoutez, vous êtes notre partenaire dans la construction d'un nouveau système de relations internationales. » Et apparemment, Modi a finalement compris le message. C'était donc l'un des grands moments à Tianjin. Bien sûr,
Disons que le maître de cérémonie, comme je l'ai écrit dans ma chronique, était Xi Jinping. Mais l'invité d'honneur, et celui qui a encore une fois fait bouger les choses, c'était Poutine. Et cela s'est traduit le lendemain lorsque Poutine a été reçu par Xi à Zhongnanhai, qui est la résidence officielle du président chinois. C'est un ancien palais impérial. Par exemple, lorsque Xi invite quelqu'un à visiter sa résidence officielle, cela représente le plus haut niveau de conversation possible. Et bien sûr, ils sont de vieux amis. Je suis certain que beaucoup d'entre vous ont vu comment Xi a salué Poutine en russe avant de repasser au mandarin. Non seulement le partenariat stratégique entre la Russie et la Chine est un mécanisme révolutionnaire et hors norme, mais la complicité entre les deux dirigeants est essentielle. Et cela fait partie du concept chinois d'échange entre les peuples. Et lorsque vous avez des expériences de ce type au plus haut niveau, cela donne l'exemple à tout le monde. C'est quelque chose, par exemple, que nous voyons ici, à Vladivostok, que j'ai vu aujourd'hui, lors du premier jour du sommet. Par exemple, j'ai assisté à une présentation remarquable. Enfin, je n'en ai vu qu'une partie. Il s'agissait de 3 sessions d'1h30 chacune sur la Seconde Guerre mondiale et la contribution de la Russie et de la Chine à tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous avons eu des universitaires chinois qui ont détaillé les horreurs vécues par les Chinois sous l'occupation japonaise. Absolument remarquable. Et dans la salle, il y avait beaucoup de personnes venant des pays de l'OCS. Autant que je me souvienne, Nima, il n'y avait pas un seul occidental présent. J'étais le seul. Personne de l'Occident, à part l'un des responsables du Comité international de la Croix-Rouge, un Espagnol qui a fait une présentation fantastique sur les problèmes rencontrés par la Croix-Rouge pendant la guerre, notamment pour essayer d'atteindre les prisonniers de guerre japonais et les étrangers détenus comme prisonniers de guerre par le Japon. Pour la Croix-Rouge, c'était un cauchemar. Alors, peux-tu imaginer une discussion de ce niveau ici, dans l'Extrême-Orient russe? C'est pour les nations de l'ECS et des BRICS, et il n'y a personne de l'Occident. C'est complètement absurde, non? Mais cela, encore une fois, n'est qu'un aspect de plus de la force de cette relation. Oui, Pepe, je pense que ce que tu as dit, et tu peux peut-être allumer ta caméra, ça pourrait marcher, parce qu'il semble que la connexion fonctionne. C'est bon. Oui, mais peut-être que non. Je pense que ce qu'elle a dit, Pepe, est très important. Elle a affirmé que la nation chinoise est une grande nation qui ne se laisse jamais intimider par les brutes, qui accorde toujours de la valeur à l'indépendance et qui va de l'avant. Aujourd'hui, l'humanité, et c'est là, selon moi, le message essentiel, s'adresse directement aux États-Unis. Aujourd'hui, l'humanité doit à nouveau choisir entre la paix et la guerre, le dialogue et la confrontation, la coopération gagnant-gagnant ou le jeu à somme nulle. C'est tout l'esprit de ce qui se passe au sommet de l'OCS. Absolument, Nima. Ces quelques phrases résument non seulement ce qui s'est passé à Tianjin, mais aussi la conjoncture géopolitique ultra volatile dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et tu remarques que tout ce que Poutine et Xi ont dit, que ce soit à propos de l'OCS ou lors de leur rencontre en face à Pékin, ils ne mentionnent jamais les États-Unis. Ils ignorent les États-Unis. C'est toujours évoqué, mais jamais directement abordé. C'est quelque chose de très chinois, une sophistication chinoise qui consiste à parler d'un sujet sans jamais citer de nom. Le style américain, lui, est direct, cru, brut, n'est-ce pas? Et bien sûr, en appliquant le même niveau de réflexion au plus haut niveau, en fait.
et sous une forme très sophistiquée, d'énonciation d'arguments très volatiles, et en posant essentiellement les bases pour dire « Regardez, nous le faisons déjà, et nous allons réformer le système des relations internationales. » Peu importe l'ancienne mentalité de la guerre froide, l'autre camp, sans même le mentionner, mais nous le faisons par nous-mêmes. Voilà donc un autre parallèle entre les BRICS l'année dernière à Kazan et l'OCS cette année à Tianjin. Ils travaillent en parallèle. Ce sont sans doute les deux principales organisations multilatérales qui tentent d'organiser le nouveau système multinodal des relations internationales. Et enfin, cela s'est produit avec l'OCS parce que le chaînon manquant était « l'Inde va-t-elle embarquer ou non ?» Et d'accord, il ne faut pas se précipiter. Mais apparemment, maintenant, l'Inde est à bord. Et qui a provoqué tout cela? Nous n'avons pas besoin de le dire, n'est-ce pas? Pas étonnant que le maître de piste du cirque, sa rage était... Vous savez, l'un de ses messages était au-delà de la stupidité. En fait, quand il a dit que Xi, Poutine et Kim Jong-un complotaient pour faire s'effondrer l'Amérique, ou une idiotie du genre. Vous savez, c'est embarrassant. Le niveau de déconnexion et la dissonance cognitive totale au plus haut niveau du président des États-Unis. Mais ce que nous avons remarqué depuis le début de cette semaine, c'est que les BRICS, l'OCS, le Sud global, petit à petit, ils n'y prêtent plus attention. Little by little, they're not paying attention to it anymore. They have, now it's more or less solidified in the mind. Désormais, cela s'est plus ou moins solidifié dans l'esprit de leurs dirigeants et dans la manière dont ces organisations sont structurées et évoluent. Ce train à grande vitesse de la multipolarité, même si ce n'est pas le meilleur terme pour désigner la construction d'un nouveau système de relations internationales, serait plus approprié. Il est déjà en marche et il atteint désormais une grande vitesse. Et il n'est pas étonnant que, quand on regarde le tsunami de désespoir exprimé par les médias dominants occidentaux depuis lundi, en fait c'est d'accord. Beaucoup d'entre nous en rien parce que c'est totalement prévisible. Mais cela reflète le degré de désespoir et en même temps le degré de turpitude morale et le fait d'être dépassé par l'histoire en temps réel. Et c'est ainsi que le Sud global, dans son ensemble, interprète tout cela. Par exemple, aujourd'hui, lors du défilé à Pékin, c'était « wow ». Si l'on pensait que Tianjin était un spectacle, celui-ci en était vraiment un. Le spectacle ce matin à Pékin était hors du commun, avec en plus un message très sophistiqué, qui consistait essentiellement à exhiber quelque chose qui terrifie l'Occident, le missile balistique intercontinental DF-5C, qui atteint Mach 10. Il a une portée de 20 000 km et peut transporter des ogives de plusieurs mégatonnes. Et c'était la Chine qui disait à ceux qui veulent provoquer une guerre en mer de Chine méridionale ou en utilisant Taïwan ou autre chose. Si vous voulez vous frotter à nous, soyez prêts. Il n'y a que les Chinois pour faire cela, au milieu de tout ce faste et de cette solennité, avec par exemple des avions dessinant le chiffre 80 dans le ciel de Pékin. C'est absolument extraordinaire. Ils se sentent enfin assez affirmés, assez sûrs d'eux, certains de leur voix et de la direction qu'ils suivent, et ils s'interconnectent avec toutes les autres grandes puissances à travers l'Eurasie. Et cela est directement lié à cette proposition de gouvernance mondiale telle que présentée par Xi Jinping. Il ne s'agit rien de moins que de renverser complètement l'ordre international actuel fondé sur des règles, c'est la dénomination américaine, et de le rejeter comme un moustique bruyant, en somme. C'était Xi et l'OCS qui disaient « Regardez, maintenant c'est à nous de construire un nouveau système équitable, juste et équilibré de relations internationales, tant en géopolitique qu'en géoéconomie. Nous savons tous que ce sera une bataille difficile, la mère de toutes les batailles difficiles.